Il fait 40 degrés à l'ombre. Je dois être un peu fou d'avoir entrepris ce voyage. En comptant les transits et les retards, il m'a fallu 24 heures d'avion pour arriver de Paris. 24 heures sans dormir. J'ai pas vraiment le temps de m'éterniser à Maroua. C'est le départ de mon périple sur la route du Tchad. Le Tchad. Ce nom évoque la guerre civile, les milices, les coups d'État, les enlèvements, mais aussi le désert, les nomades et le lac, qui a donné son nom au pays. Mais depuis que l'actualité l'a oublié, qu'est devenu ce pays? Et comment vit-on là-bas? Avant tout, prendre possession du 4x4. C'est une bonne voiture, tenez les clés. Il ne faut jamais mettre l'essence du Nigeria. L'essence du Nigeria, c'est l'essence qu'ils partent prendre à la frontière. Ils vont avec le vélo dans la nuit et après ils amènent dans la nuit. Ils font 2 jours pour chercher l'essence. Et ils la vendent où? Ils en vendent ici dans la rue. Ils en vendent ici dans la rue. Dans des petites bouteilles à 1 litre comme ça. La voiture peut prendre feu, des fois, quand l'essence n'est pas bonne, parce qu'ils mélangent avec l'eau. Avec l'eau, le pétrole. C'est pas bien. Ces marchands clandestins peuvent être aussi de parfaits indiques qui renseignent les coupeurs de route. Plus d'un voyageur l'aurait appris à ses dépens. Bon voyage, à bientôt. Faites un bon voyage, j'espère que vous allez voir plein de choses. Et ciao. On m'a prévenu, les routes ne sont pas sûres. La région que je vais traverser est frontalière avec le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi l'un des plus instables et violents. Les coupeurs de route, ces bandes qui apparaissent de nulle part, vous braquent sous la menace d'une arme automatique et s'évaporent en brousse en passant la frontière toute proche. Pas très rassurant tout ça. J'ai préféré louer les services d'un fonctionnaire de police pour assurer ma protection. J'ai l'impression de tourner le dos à l'Occident, de franchir une étape vers un monde inconnu. C'est un peu angoissant, mais assez excitant. Mon voyage commence au cœur de l'Afrique, dans la région la plus reculée du Nord Cameroun, aux confins des monts Mandara, Rumsiki. Là, les habitants de l'ethnie Kirdi vivent encore comme avant l'arrivée des Blancs. Ensuite, je ferai route vers le nord, en direction du Tchad, avec une étape à la réserve de Ouaza. Puis viendra N'Djamena, au bord du fleuve Chari que je longerai jusqu'au lac Tchad, la mer intérieure de l'Afrique de l'Ouest. Poursuivant vers les régions désertiques du nord, mon trajet se terminera à Mao, où l'on aperçoit les premières dunes du Sahara. Ce périple, c'est un peu comme suivre la route qu'empruntaient les caravanes qui remontaient l'or et l'ivoire. C'est aussi la promesse de faire des rencontres insolites et de découvrir ce pays méconnu qu'est le Tchad. Le temps est à l'orage. La saison des pluies ne va pas tarder et gagnera peu à peu du terrain vers le nord. Ces montagnes arides et rocailleuses sont curieusement l'une des régions les plus peuplées du Cameroun. Les habitants, des Kirdi, vivent ici depuis le XVIIe siècle. Mon guide m'a expliqué que lors des élections nationales, un candidat ne passe jamais sans les voix des Kirdi. Ils ont échappé aux invasions peules et à l'islamisation. Les Kirdi sont des animistes. À la seule force de leurs bras, ils ont aménagé des cultures en terrasse pour cultiver le mil dans ce relief accidenté. En contemplant ces incroyables blocs de lave solidifiés laissés là il y a 30 millions d'années, alors que la région était couverte de volcans en activité, je me rappelle d'André Gide, qui dans ses récits de voyage, décrivait l'endroit comme un des plus beaux paysages de la planète. Mon guide est un Kirdi. Il se prénomme Jean-Victor. Le montagne s'appelle Zivi. Le hauteur, c'est 1100 mètres. Et ici, c'est habité partout? Oui, c'est habité partout. Vous voyez des traces là. C'est-à-dire c'était des endroits là où les gens venaient construire leur maison. Il y a aussi des terrasses là, c'est-à-dire là où les gens viennent faire le culture en terrasse. Voilà, c'est pourquoi vous voyez des pierres bien arrangées. Et là, vous avez une petite cage là à côté, juste devant nous, c'est-à-dire c'est pour les chasseurs. Une petite maison là. Parce que souvent, il y a des bêtes, surtout la saison de pluie,
Il y a les singes qui montent pour casser le mil et pour prendre aussi des arachides. Un des personnages les plus mystérieux de Rum-Siki, c'est le vieil homme qui vit là avec femmes et enfants. D'après Jean-Victor, c'est un homme très sage qui sait prédire le futur en utilisant des petits crabes ramassés dans un ruisseau qui coule au pied de la montagne. Pas question d'entamer un tel voyage sans le consulter. Alors je vous présente le sorcier du village, monsieur qui s'appelle Ndemha Malro, le grand sorcier de Rum-Siki. Alors pour prédire l'avenir, il doit prendre le crabe, il a le bout de bâtonnet là qui est à côté, il plante le bout de bâtonnet, de calebasse bien taillé, après prendre le crabe, mettre avec le bout de calebasse, et c'est là qu'il peut savoir l'avenir. Le sorcier prise un peu de tabac. Je suppose que ça favorise sa concentration. Dites, sorcier, ces gens viennent de loin pour visiter notre région et faire route vers le Tchad. Ils aimeraient savoir comment va se passer leur voyage. Après quelques incantations et de longues minutes d'attente qui laissent au crabe le temps de décider de notre sort, le sorcier interprète la position des petits bouts de calebasse afin d'annoncer si les augures seront bons ou mauvais. S'il y aura des problèmes, le crabe allait présenter ses bouts de calebasse avec les 3 petits boutons rouges. Pour le voyage, tout va bien marcher. Pas de problème. Là, si vous avez encore une autre question, il vous passe l'antenne. Ouf, les prévisions sont bonnes pour ce qui me concerne. Mais mon garde du corps ne résiste pas à la tentation d'interroger le sorcier sur son avenir. Bien qu'un peu folklorique, le sorcier au crabe a encore un rôle social très important au sein de la communauté Kirdi. De même que le chef du village, la sage-femme ou le forgeron. Il a dit pour votre travail, lui, il voit ça marche très bien. Le gendarme aussi est rassuré. Je laisse là le sorcier, ses épouses et ses précieux crustacés. Dans cette région, tout est comme si le temps s'était arrêté, même si l'arrivée du tourisme entretient un peu cette illusion. À cause de l'insécurité et du mauvais état des pistes, les visiteurs sont devenus rares. Le Cameroun est un gros producteur de coton, mais ici les méthodes de tissage sont restées les mêmes. Chez ces tisserands, femmes et enfants étirent à longueur de journée le fil sur des écheveaux. Les hommes, quant à eux, le tissent sur des métiers rudimentaires. La révolution industrielle, c'est pas pour demain. Dans ces régions reculées du Nord Cameroun, il y a des personnages extraordinaires que peu d'Occidentaux ont pu rencontrer. L'homme que je dois voir vit dans ces cases accrochées au flanc de la montagne.
Je m'appelle Tigé, je suis l'aîné de la famille. C'est le nom qu'on donne à tous les aînés chez nous dans les Kapsiki. J'ai 75 ans, 4 enfants et 12 petits-enfants. Vous avez combien de femmes? J'en ai eu beaucoup, mais il ne m'en reste qu'une. Le vieil homme me fait visiter sa concession. C'est comme ça qu'on appelle ces groupes de cases. Ici, entre les cases des femmes, le grenier à arachides. Là, la brasserie où l'on élabore la bière de mil, pour les cérémonies ou les fêtes. À en juger par le nombre de cases qui composent sa concession, le vieux Tigé a vraiment dû avoir de nombreuses femmes. En un saut de cabri, le vieux se retrouve juché sur le grenier à mil, où l'on conserve la précieuse récolte. Sa chambre à coucher, où ont lieu les palabres à la saison des pluies. Avant l'arrivée des Blancs, nous les Kirdis, nous nous sommes réfugiés dans ces montagnes pour nous protéger des musulmans Peuls. Nous vivions en plaine où nous cultivions la terre. Les Peuls, eux, ce sont des éleveurs. Ils ont tout saccagé. Ils nous ont poussés à partir. C'est pourquoi nous avons aménagé ces cultures en terrasse, ici, dans les Kapsiki. C'était il y a à peu près 200 ans. Et parlez-nous des armes qui sont là. Vous les utilisez toujours? J'ai toujours le bouclier et la sagaie à portée de la main, même quand je pars dans la montagne. Mes aïeux s'en sont servis contre les Peuls. Pour attaquer, on fait comme ça. Un petit pas en arrière et comme ça. Le bouclier, c'est de la peau de buffle. C'est solide. Celui-là, il est percé. Il en a pris des coups. Que représente la montagne pour vous? La montagne, elle nous protège comme elle nous a protégés des Peuls par le passé, avec ses grottes et ses abris naturels. Pour nous, elle est sacrée. En cas de maladie ou de mauvaise récolte, le chef, la sage-femme et tous les villageois boivent la bière de mil. Et ils vont danser toute la nuit au pied de la montagne pour conjurer le sort. Comme l'a dit le vieux Tigé, la musique et la danse viennent ponctuer tous les grands événements et les fêtes. Mariage, naissance, circoncision, exorcisme ou deuil. Je ne sais pas très bien pourquoi ils dansent ce soir-là, mais je suppose que la visite d'un blanc est une occasion toute trouvée. On est même allé chercher la sage-femme de Rumsiki. Elle semble ravie de danser devant moi. On prétend qu'elle est la doyenne du village, mais impossible de connaître son âge avec précision. Les registres d'état civil n'existaient sûrement pas quand elle est née. D'abord, je suis un peu ému et gêné qu'ils dansent en mon honneur. Mais je crois sentir chez eux un réel plaisir et une vraie spontanéité à communier à travers la danse et le rythme. La bière de mille aidant, la fête peut se poursuivre jusqu'au lendemain. Au village de Rumsiki, s'il est un homme important, c'est le forgeron. Les Kirdis le considèrent lui aussi comme investi de pouvoir divin. Mon ange gardien et moi lui rendons visite. Il utilise la technique de la cire perdue. Pour ça, il sculpte un objet en cire d'abeille qu'il va recouvrir d'argile. Puis il effectue une première cuisson où la terre va se solidifier pour constituer un moule. La cire, elle, va se consumer. Quel est le rôle du forgeron chez les Kirdis? Je fabrique les outils et aussi les objets de cérémonie comme les couteaux, les bracelets ou les cache-sexes, ou bien les serpes et les houes. Quand il y a un décès dans une famille, par exemple, ou pour guérir une fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant, alors c'est moi qui vais sacrifier un poulet au pied de la montagne. Tout ça, c'est mon grand-père qui me l'a appris.
Lui, c'est mon fils. Il apprend le métier. Ensuite, il colle au moule une boule de cuivre qui, une fois en fusion, viendra remplir le moule. À quelques pas des habitations se trouve la forge. C'est parce qu'il maîtrise le feu et le métal que l'on prête au forgeron ses pouvoirs de sorcier. Plus qu'un simple artisan, il est aussi guérisseur et maître des funérailles. Il dirige la musique et joue de la flûte pendant les cérémonies. La forge est assez rudimentaire, constituée de 2 soufflets en peau de gazelle et d'un petit foyer où l'objet est disposé. Quand la température de fusion est atteinte, l'objet est formé. Avec un peu d'eau, on refroidit le métal avant de casser le moule. L'opération est délicate. Il y a des accidents de temps en temps. Oui, parfois ça casse en refroidissant. Alors on recommence, on refond le cuivre pour le réutiliser. Cet objet, c'est quoi? C'est un marteau? Non, c'est une houe pour le désherbage. Mais c'est plus un objet de cérémonie pour le chef du village. Ça vaut cher. Ça se troque contre une chèvre et un sac de mil. Comment il s'appelle ton bébé? Mon bébé il s'appelle Kosni. Moi c'est Koda. Et tu as quel âge? 29. Tu voudrais avoir combien d'enfants? Moi je pense bien. Et je sois bonne santé, ça va. 4. Ma mère a eu 16 mais on a 7 seulement. Tout est parti. Ton mari, il a d'autres femmes? Non, il a une seule d'abord, peut-être l'autre jour. Mais pour aujourd'hui, je suis seule. Et si un jour il rentre et il te dit « Maintenant j'ai une deuxième femme », qu'est-ce que tu vas dire? Rien, on va rester ensemble avec elle. Et comment vous allez vous répartir les rôles ici à l'auberge? Mais c'est pas grave, on va travailler de tous les 3. Cette petite fille, elle va aller à l'école? Pourquoi pas? Sa grande sœur part là-bas, elle va aller. Tu as appris à écrire et à compter à l'école? Mais je ne suis jamais allée à l'école. Même un jour. Oui, mais pour toi, c'est important que tes enfants aillent à l'école. Oui, c'est mieux. Et j'étais à l'école avant. Je veux faire quelque chose de plus que ça. Avant, les gens disent que les filles ne partent pas à l'école, c'est seulement les garçons. Et comme je n'étais pas allée à l'école, je suis à la maison et tout le reste, je suis grandi et partie en mariage sans aller à l'école. Tu vois, ça me donne quelque chose un peu. Même le français, je ne peux pas parler bien et tout, beaucoup de fautes et rien pour écrire. J'ai fait ma fille pour me faire ma facture maintenant, tu vois, c'est dommage. Mais c'est mieux que j'envoie les enfants à l'école pour m'aider. Et je n'ai pas de fille, je vais chercher un garçon dehors tout à l'heure pour venir faire ma facture. Tu vois, c'est normal ça? C'est pas normal. C'est pour cela qu'on envoie les enfants à l'école. Je dois maintenant reprendre la route vers le nord, après cette halte chez Koda, dans son petit restaurant. Pas le temps de s'éterniser. Il faut arriver avant la nuit à ma prochaine étape sur la route du Tchad, le parc national de Ouaza. La piste est difficile. La vitesse moyenne est de 30 km/h. Mais la majesté et l'inattendu des paysages compensent largement l'inconfort de la route. En quittant le pays kirdi, animiste, je gagne peu à peu la plaine, terre musulmane. La savane, chauffée à blanc en fin de saison sèche, c'est le domaine des éleveurs et des grands espaces.
les troupeaux circulent librement, passant les frontières avec Tchad et Nigeria sans visa. Nous arrivons en vue des collines qui marquent comme deux bornes géantes l'entrée de la réserve. Avec ses 170 000 hectares, Ouaza est une des plus belles réserves d'animaux de l'Afrique de l'Ouest. Les guides qui accompagnent les visiteurs pour approcher les bêtes sont tous issus des villages environnants. La population humaine ayant triplé en 50 ans, notamment du fait de l'arrivée massive des réfugiés tchadiens, la réserve a du mal à résister aux besoins croissants des villageois en terres agricoles, viande et bois de chauffe. La question est, comment protéger les espèces tout en permettant le développement humain? Et là, à côté de l'eau, sont les marabouts. Cette mare est un des rares points d'eau qui subsistent en saison sèche. C'est là que je rencontre Saleh Adam, conservateur du parc. Nous avons quelques 300 espèces d'animaux à poil, parmi lesquels les éléphants, les girafes, les lions, les hyènes, les damalisques, les coqs de bouffon, les hippotragues. Ça sont les damalisques. Ouais, ce sont les damalisques. Il y a un gros mâle là-bas, celui qui est derrière là, c'est un gros mâle. Les espèces qui créent l'équilibre ou même le déséquilibre dans le parc, je dirais peut-être les éléphants, parce qu'ils causent déjà pas mal de problèmes. Alors Mamat, c'est les éléphants? Oui, ça sont les éléphants, vous voyez. C'est un troupeau, un grand troupeau des éléphants. Il y en a beaucoup à Ouaza? Oui, ils sont beaucoup. On a plus de 2000 quelque chose des éléphants. Quand ce troupeau de 300 quitte en début de saison de pluie pour arriver de l'autre côté au sud, il détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Et arrivé là-bas, il doit passer toute la saison de pluie. Ça veut dire qu'il crée énormément de problèmes avec les populations qui sont dans cette zone parce qu'il détruit leur culture. Nous avons été formés l'année dernière avec les techniques de bombes à piment qu'on lance une bombe et ça explose. L'éléphant aspire, soit par les narines, soit au niveau des yeux, soit au niveau de sa gueule, ça le chauffe et il fait demi-tour. Avez-vous des problèmes de braconnage à Ouaza? C'est très facile pour les braconniers de quitter le Tchad et entrer au parc, faire ce qu'ils veulent et ressortir. Et ils viennent d'une manière très spécifique, superbement armés. Mais alors comment faites-vous pour lutter contre le braconnage local? Alors on a amené les populations à les faire comprendre que les retombées de ce parc peuvent être bénéfiques. Et il est de leur intérêt de protéger également ce parc. Ce qui est saisissant, c'est la différence de milieu naturel entre l'intérieur et l'extérieur de la réserve. En effet, ici, les habitants ont interdiction de prélever du bois et les immenses troupeaux des éleveurs ne peuvent pas y pâturer. La nature est intacte, préservée des feux de brousse. On peut supposer que si la réserve n'existait pas, la faune de Ouaza aurait probablement disparu de la région. À l'entrée du parc, un petit restaurant est tenu par des villageoises. Pour ces femmes qui travaillent en famille, la réserve, c'est la chance de pouvoir gagner leur vie. C'est aussi l'occasion pour moi d'assister à la préparation d'un poulet aux arachides. Ce petit établissement,
C'est un bon exemple de la collaboration avec la population voulue par les autorités. Après une nuit récupératrice, sous la protection des dieux de l'air conditionné, me revoici sur la route, vers la frontière avec le Tchad. Cette partie du Cameroun est large de 20 km. C'est le terrain idéal pour les coupeurs de route. Si je ne fais pas de mauvaises rencontres, et si tous mes papiers sont en règle, aujourd'hui, j'entrerai à N'Djamena. Il n'y a qu'un seul pont pour traverser le Chari. Sur les deux rives du fleuve vivent les mêmes ethnies séparées par un tracé frontalier, héritage de l'époque coloniale. Ce pont est chargé d'une histoire douloureuse. En 1982, pendant la guerre civile, c'est par là que les Tchadiens évacuèrent la ville, alors que N'Djamena tombait aux mains des forces de Goukoune Wedei, escortées de combattants libyens. Je suis un orphelin de N'Djamena. J'ai grandi parmi les chars et les canons. Ma vie est une longue histoire triste. J'y vis dans le brouillard d'une guerre qui ne finit jamais. Sans frère ni sœur, je parcours les rues de N'Djamena. Auparavant nommée Fort Lamy, N'Djamena fut créée par les Français en 1900. Elle s'étend paresseusement le long du Chari. Son nom signifie « arbre de paix et de repos ». On a peine à imaginer qu'il y a eu la guerre ici. Je m'attendais inconsciemment à visiter un champ de ruines. Mais aujourd'hui, c'est férié. Et la ville, malgré ses 500 000 habitants, ressemble à une tranquille sous-préfecture. Arrivé dans les faubourgs, on m'a conseillé de boire un verre chez Léopold, le gérant d'un restaurant plutôt original. Voilà. L'avion est là. Et en fait, ce n'est pas un avion d'Air Afrique. C'est un avion présidentiel que le général Malon utilisait à l'époque. Et cet avion ne pouvait plus être utilisé pour le vol. Donc on l'a vendu à un entrepreneur privé ici qui a voulu l'installer dans ce cadre et en faire un restaurant. Il était difficile de faire déplacer l'avion de l'aéroport jusqu'ici. Donc on a enlevé une partie des ailes, des deux ailes, on l'a mis sur un porte-char, on l'a transporté jusqu'ici et après on a construit la clôture. Vous pouvez nous faire visiter l'avion? Tout à fait, pas de problème. Avancez. La place du passager, c'est le restaurant. On a transformé le cockpit en salle d'animation musicale. Donc la sono est installée dans le cockpit. Laissant les rues un peu austères de N'Djamena derrière moi, je roule vers Dougia, où je passerai la nuit avant d'arriver au lac Tchad, qu'il me tarde de découvrir. La route longe le Chari jusqu'au lac, à 100 km de là. La région de N'Djamena est le point de rencontre entre la population sédentaire du sud, vivant d'agriculture ou de pêche, et les nomades du nord, qui sont des éleveurs. En chemin, je constate que l'air est de plus en plus sec. Je commence à sentir le désert qui ne doit plus être très loin. La présence de troupeaux de dromadaires, même si tout le monde ici parle de chameaux, indique qu'il y a des tribus nomades à proximité. Pour les rencontrer, je demande à Amat, un jeune du coin, de me conduire vers eux et de me servir d'interprète. Les voici enfin, ces fameux hommes du désert, si différents des personnages rencontrés jusqu'à présent. Amat, demande-leur pourquoi ils ont établi leur campement ici, à 20 km de N'Djamena. Ici, c'est un bon endroit. Le fleuve est tout près, comme ça les bêtes peuvent s'abreuver. Il y a beaucoup de paille pour la nourriture. Les chameaux qu'on a vus sur la route un peu plus loin, ils sont à vous? Oui, ils sont à nous, ils vont boire. Il y a les chèvres aussi. Ils seront revenus ce soir. Ce campement-là, il est destiné à durer longtemps. Oh, entre 2 et 3 mois jusqu'au retour des pluies.
Alors si Dieu le veut, nous repartirons vers le nord, d'où nous venons, du côté de Mao, dans la province du Kanem. Comment elles sont construites, ces tentes? On utilise du bois et des nattes, c'est très facile. Pour construire ce campement, ça nous a pris à peu près 3 heures. Mais là-haut, dans le nord, nos maisons, elles sont faites en briques de terre. D'ici 2 mois, il va repleuvoir au nord. Donc on démontera les tentes, on chargera tout sur les chameaux et on retournera à Mao. Là-bas, la saison humide dure 2 mois. Au retour de la saison sèche, on repartira vers le sud. Les enfants ne vont pas à l'école, du fait de leur mode de vie imposé par la recherche perpétuelle de l'eau. Très peu de nomades savent lire ou écrire. On dit que chez eux, le bétail est mieux vacciné et soigné que ne le sont les hommes. Le Tchad compte près de 300 000 nomades, soit 5% de la population de ce pays grand comme 4 fois la France. J'aurais 1000 autres questions à leur poser, mais il faut les quitter. Au campement, on m'a parlé d'un troupeau d'hippopotames aperçu près de l'estuaire sur le fleuve. Les hippos sont des animaux très dangereux et causent beaucoup d'accidents en Afrique. Pourtant, une petite communauté chrétienne a choisi de vivre de la pêche, ici, en plein pays musulman, à proximité des animaux que le voisinage des hommes ne semble pas troubler. Dalam Simon est le patriarche de la famille. Depuis des années, moi précisément, je suis arrivé ici depuis 1972. Alors je suis d'origine de la race Kim dans le Maï-Kébi là-bas. Alors je suis venu en aventure. Peut-être je ne sais pas si c'est un plan que Dieu a fait pour que je sois ici. Alors maintenant je me trouve là. Il n'y a jamais de problème avec les enfants? Non, il n'y a pas de problème avec les enfants. Les enfants même partent tout près d'eux. Ils s'amusent, ils se lavent tout près d'eux. Alors depuis que nous sommes arrivés ici, c'est là où nous sommes venus trouver les hippopotames. Là. Un grand troupeau. Plus de 100. Un grand troupeau. Maintenant, ils se sont dispersés. Pendant que, au moment où la sécheresse a commencé, alors les hippopotames, les animaux, ils se sont dispersés. Il y a d'autres qui sont dans des mares, en brousse. Il y a d'autres qui se trouvent là. Ils sont éparpillés un peu partout. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes venus trouver un petit nombre là. Vous leur avez donné des noms, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, on leur donne des noms, mais seulement celui dont on l'a surnommé général, c'est lui qui est leur chef. Bon, il y a des mâles. Bien entendu, il y a des mâles, mais c'est lui qui est le plus gros. Donc on l'a surnommé général de brigade. Ces chambres de capture en bois sont garnies de branchages. Elles sont restées ouvertes pendant 20 jours. Les poissons s'y sont habitués et y ont fait leur habitat. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On referme les pièges. Les enfants de Dalam Simon ont profité d'un congé scolaire pour venir donner un coup de main. Les poissons seront revendus sur le marché, environ 6 francs le kilo. Ce qui me surprend en pensant aux nomades d'hier soir, c'est que ces hommes sont d'une ethnie différente. Leur mode de vie, leur religion, leur langue sont différents. Et pourtant, ils vivent à 1 ou 2 kilomètres les uns des autres. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'effectuer un survol du lac. Le petit monomoteur arrive de Djamena et passe me prendre à Dougia, où une piste de brousse est aménagée. Il ne manque que la tour de contrôle et la manche à air. Le lac Tchad, surnommé la Caspienne de l'Afrique, c'est presque une mer intérieure. Après 1 heure de vol, l'avion arrive au-dessus de la région de Bol. Ici, on a construit des polders sur le lac pour faciliter l'irrigation. Vision étonnante de ces champs de blé en plein Sahel. On peut pratiquer jusqu'à 3 récoltes par an. Sur le chemin du retour, nous passons à la verticale de Kinaseram, bourgade de pêcheurs à laquelle on n'accède que par bateau. Nouvel Eldorado de la pêche, repère de bandits au carrefour de 3 pays. Après l'avoir vu du ciel, je suis impatient de découvrir l'endroit de près. Avant d'atterrir, un dernier survol au-dessus du Chari qui serpente lentement vers son embouchure au sud du lac.
C'est ici, à Guité, que la route s'arrête et que les bateaux partent pour Kinaseram. La priorité est maintenant de trouver une pirogue pour m'y emmener, ainsi qu'un guide interprète, car les habitants du coin parlent un des dialectes de la région du lac et ne comprennent pas forcément l'arabe tchadi, et encore moins le français. Le lac s'étend sur 4 pays, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Il peut y avoir des tensions comme dans beaucoup de régions frontalières. Je me retrouve donc une fois de plus escorté d'un gendarme, comme auparavant dans les Kapsiki, mais cette fois, il a un béret bleu. Vous revenez de la pêche? Oui, on a pêché toute la nuit. On vient de Kinaseram. On a fini le boulot. Mon gendarme est un interprète tout trouvé. Les palabres vont bon train entre le propriétaire du bateau et le pilote. D'après eux, un passager blanc mérite plus d'attention qu'un Tchadien. Tout cela a un prix. Mais la transaction finit par aboutir et nous pouvons enfin partir. Cette perplexité de la nature, cette épousaille et pénétration des éléments, ce blending du glauque et du bleu, de l'herbe et de l'eau est si étrange et rappelle si peu quoi que ce soit de nos pays que je n'en puis détacher mes regards. C'est la description que fait André Gide du lac Tchad. L'embarcation manque de s'échouer à plusieurs reprises et si l'on passe trop lentement dans le chenal, on risque de s'enliser. C'est pourquoi la pirogue se faufile à toute vitesse à travers les roseaux et les papyrus. Nous finissons par nous échouer. Un des piroguiers s'aventure alors sur la berge pour ramasser des baies. Mais hé, le sol bouge sous tes pieds. Tu es sur la terre ou tu es sur l'eau? Ce sont des îles flottantes, des radeaux de végétation. Ça flotte. C'est dangereux de marcher comme ça. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu peux passer à travers et te noyer. Parfois, quand ils ventent sur le lac, les berges bougent et ferment le chenal. Alors, tous les habitants de Guité s'y mettent et on doit repousser les rives. Véritable banquise végétale, ces radeaux de papyrus dérivent au gré du vent et modifient les voies de navigation. Maintenant, l'eau s'étend à perte de vue. On se croirait en mer. C'est peut-être encore plus impressionnant que la vision aérienne. Sans arrêt, nous croisons toute une population de pêcheurs sur différents types d'embarcations. Je demande à m'approcher de ceux-là pour voir leur prise. Ils ont l'air manifestement ravis de nous voir. Ils sont originaires de Gorée, à 3 heures de bateau. Il est devenu impossible d'y attraper du poisson. Ils ont pêché ici toute la nuit, car ils nous expliquent que là-bas, la zone est envahie par les herbes. Et ils ont été obligés de venir s'installer à Kinaseram avec leur famille. Maintenant, ils vont aller vendre leurs poissons au marché. Et pêcher, ça vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici? Un peu plus loin en chemin, nous croisons cette grande pirogue. Mais eux ne sont pas très loquaces et refusent de me parler. Ils acceptent juste d'être approchés, sûrement influencés par la présence à mon bord d'un gendarme tchadien. Ils viennent du Nigeria, ce sont des pêcheurs nomades. Pour rabattre les poissons vers l'intérieur du filet, un des 2 enfants qui travaillent à bord s'est mis à l'eau pour frapper la surface. Rude métier, pour ces gamins qui n'ont sûrement pas plus de 8 ou 9 ans. La pêche sur le lac a été, il y a quelques années, l'objet d'accrochages entre Tchadiens et Nigérians. Le sujet est encore sensible, si j'en juge par leur mutisme. Une lente baisse du niveau des eaux a provoqué un enlisement de la partie nigériane du lac, ce qui les pousse à venir dans cette région. Ils partent pour des campagnes de 2 ou 3 jours, dorment à bord et vont vendre leur production à Kinaseram. La géographie du lac se modifie. La sécheresse assèche les zones marginales et le poisson se retrouve concentré dans le bassin autour de Kinaseram où l'on pêche toute l'année.
d'où un spectaculaire développement de la ville ces dernières années. Ma pirogue fonce maintenant comme un bolide dans le canal creusé au milieu des roseaux. Le piroguier veut sûrement me bluffer. Nous filons droit sur Kinaseram, où sont vendus les capitaines, carpes, silures, perches du Nil. C'est aussi un centre de séchage et de salage du poisson. Ce sont les seuls moyens de conservation, car ici, pas de chambre froide, et il fait souvent près de 45 degrés à l'ombre. La bourgade insulaire semble endormie comme écrasée sous la chaleur. L'air est saturé d'odeurs de poissons séchés. Je suis reçu par Moussa Massaye, un patron pêcheur de l'île. On attrape deux sortes de poissons, les gros et les petits. Les gros sont des espèces nobles, comme les carpes ou les capitaines. Ceux-là, on les envoie à N'Djamena pour être vendus sur les marchés. Les petits poissons, eux, on les destine à la transformation. Certains sont fumés, d'autres séchés. Tout ça sera vendu aux enchères dans la région ou au Nigeria. Le fumage se fait ici. On pose le poisson sur des grilles au-dessus du brasier. Pour le séchage, il faut d'abord saler le poisson, ça éloigne les mouches. On le dispose sur des nattes et le soleil fait le reste. Ce filet, on l'a fabriqué ici avec du fil du Nigeria. On n'a pas les moyens d'acheter des filets d'importation. Nous, on est tous des pêcheurs. Il n'y a pas de champ ici. On ne sait rien faire d'autre. Les enfants pêchent aussi, mais il y a moins de poissons qu'avant. C'est plus dur pour eux. C'est la volonté de Dieu. Le lac renfermerait aussi d'importants gisements d'hydrocarbures pas encore exploités. Pêche, irrigation, pétrole un jour. Les hommes pourront-ils préserver cette zone unique, déjà fragilisée par la sécheresse? Ma route va pouvoir se poursuivre vers le nord, destination Mao, à la lisière du désert. On l'appelle la piste des Italiens, parce qu'elle a été construite avec leur support technique il y a plus de 20 ans. Mais à cause du ravinement, il ne reste que quelques petits tronçons de chaussée, entrecoupés de crevasses. Bref, pour pouvoir avancer, mieux vaut rouler à côté, mais pas sur la piste. Je commence à regretter la relative fraîcheur des eaux du lac Tchad, tant la sensation de chaleur est pesante. On ne croise que quelques caravanes et des petits camions tellement surchargés qu'on se demande comment ils font pour avancer. Parfois, la piste se perd complètement entre les dunes. La conduite sur le sable est difficile. Je m'y suis essayé et je manque d'y rester. La réalité des faits est là. Pas question de continuer sans un chauffeur connaissant parfaitement la route. Heureusement, un transporteur qui relie N'Djamena à Mao s'est arrêté pour m'aider. Tous ses passagers sont descendus me donner un coup de main. Je recrute au pied levé un conducteur parmi eux. En comptant les arrêts techniques et les pauses pour prier, il m'aura fallu une journée pour parcourir les quelques 200 km de ma dernière étape. J'arriverai à Mao à la nuit. J'ai dormi dehors couché sur une natte, tant il faisait chaud. Mon dos, déjà maltraité par la piste, me le fait payer ce matin. L'air chargé de poussière est sec, à vous déchirer la gorge. Mais tout cela est compensé par cette curieuse sensation d'avoir atteint une ville d'un autre temps, à plus d'un jour de piste de tout téléphone et dont le terrain d'aviation est noyé sous une dune. Touareg, Peuls, Toubou, nomades sédentarisés, Tchadis islamisés, Mao est un véritable creuset. Pour pouvoir visiter les oasis des environs, il faut d'abord faire le plein. L'unique pompe à essence du centre-ville est un vrai collector.
Ici, on négocie, on marchande, on troque. Dans le Kanem, presque tout le monde vit de l'élevage. C'est d'ailleurs la deuxième ressource économique du Tchad, après le coton. Aujourd'hui, c'est le jour du marché aux bestiaux. Je n'ai jamais vu une telle concentration de dromadaires. Il y en a près de 2000. Au milieu de toute cette agitation, je rencontre un personnage très affairé, Brahim. Il vient de loin? Il vient à peu près 15 km comme ça. C'est un nomade. Et qu'est-ce qu'il vient faire au marché? Il est venu ici pour vendre ses bétails. Tu peux lui demander combien ça coûte un chameau? À peu près 250 comme ça. 250 000? 250 000, oui. 250 000 francs CFA, c'est 2500 francs. Même si la négociation n'ira pas plus loin, c'est une somme énorme, surtout dans un pays où le salaire moyen n'atteint pas les 400 francs par mois. Il est vrai que les dromadaires, en plus de servir au transport dans le désert, fournissent du lait très riche et une viande plutôt goûteuse. On compte près de 750 oasis autour de Mao. Ici, on les appelle des wadis. Mon chauffeur me conseille de rendre visite au vieux Mama Choukou, qui a la réputation d'être le meilleur jardinier du Kanem. Sur le chemin, une roquette qui n'a pas explosé, séquelle de la guerre. Plus au nord, dans le Tibesti, il reste même des mines. Le Tchad en compterait près d'1 million. Dans le Wadi, la nappe phréatique qui a recueilli les eaux de la saison des pluies n'est qu'à 2 ou 3 mètres. Incroyable île de verdure dans un océan d'aridité. Ici, on peut tout cultiver. Palmiers dattiers, maïs, canne à sucre. Le vieux Mamat semble fier de m'exhiber ses légumes. Il ne doit pas recevoir tous les jours la visite d'un occidental. Dans ce wadi, on arrive à faire pousser tous les légumes. Les choux, les betteraves, les radis ou les pommes de terre. Et ça demande beaucoup d'eau. Il faut arroser beaucoup. De l'eau, il y en a dans le puits toute l'année. C'est vrai que ce serait mieux si on avait une motopompe, mais on n'a pas de moyens pour en acheter. Bien. Les goyaves. Elles ne sont pas encore mûres. D'ici 1 ou 2 mois, elles seront bonnes. Les papayes. Tu plantes, tu mets beaucoup d'eau, et 6 ou 7 mois après, tu as des fruits. Les plus beaux fruits du Kanem. Applaudissez. Le sourire du vieux jardinier sera le souvenir que je garderai de cette rencontre. Le voyage s'achève, il faut retourner en ville pour se préparer au retour. Dans la cour de la maison où j'ai déposé mes affaires pour la nuit, un convoi est arrivé il y a 1 heure. Curieuse intrusion du monde moderne dans mon périple hors du temps. Bonjour. Alors, dites-moi, vous êtes équipé pour une super expédition, là. Vous voulez bien m'expliquer ce que vous faites à Mao, vous et votre groupe? À Mao, on ne fait que passer pour aller vers N'Djamena. On fait un voyage en voiture depuis l'Europe et faire ça en 3 semaines, c'est délirant. À l'origine, on voulait visiter le Tibesti, ça n'a pas été possible parce qu'à cause de la situation politique mouvementée, on n'a pas pu trouver de guide pour nous y emmener. Donc, on a décidé de suivre une route parallèle à celle du Tchad, mais au Niger. Alors, vous cherchez l'aventure? Oui, mais l'aventure, c'est plus de passer les contrôles de police, les barrages, les postes frontières. Ça, c'est déjà de l'aventure. Après N'Djamena, on continue notre route vers Douala, au Cameroun, pour envoyer nos véhicules en Europe par bateau et les tenir prêts pour un autre voyage l'année prochaine.
Continuer vers le nord, d'où arrivent ces baroudeurs allemands, serait pour moi une autre aventure. Une autre fois peut-être. Des terres, des vieux éléphants jusqu'aux dunes du Kanem, j'en aurais avalé de la poussière et des kilomètres de piste. Bientôt, je serai de retour dans le monde moderne, avec cette impression de n'être jamais parti, mêlée au sentiment de débarquer sur une autre planète. Pays méconnu, si dur et attachant, pour moi le Tchad n'est plus un nom qui rime avec la guerre. Les gisements de pétrole qu'il renferme vont sûrement, quand ils seront exploités, modifier le pays. Je suppose que c'est une chance pour ce peuple tchadien, un des plus pauvres du monde, mais sans doute un des plus généreux, si toutefois on se donne la peine de partir à sa rencontre. Yeah.